Merci Jean-Seb. Je voudrais tous vous remercier. Vous avez été capable de tenir à peu près le temps et sans vous répéter, au contraire en vous complétant. Maintenant, si vous souhaitez intervenir les uns sur les propos des autres, ça ne pose qu'un problème, aucun problème. Il n'y a qu'une seule condition, c'est chacun son tour. Et je veux bien commencer parce que euh, ça fait plaisir en effet de se retrouver et justement d'avoir un débat qui permet d'additionner des réflexions, des positions, des nuances. Et c'est justement un petit peu ça qui nous manque. Et là, avec ce débat sur l'islamo-gauchisme, c'est justement l'empêchement de pouvoir avoir des espaces de contradiction apaisés et dans lequel on essaie de construire un peu les choses. La difficulté qu'on a encore plus avec la médiatisation qui favorise le blanc, le noir et les oppositions frontales, pas la construction d'un consensus ou en tout cas d'une délibération, c'est en effet comment on peut avancer pour sortir de l'enfermement des convaincus et essayer de refaire aussi des ponts entre ceux qui posent légitimement le curseur de manière différente. Le débat que Jean-Michel a soulevé est très juste sur les, les religions, et de nombreuses, méritent d'être critiquées. Hein. On le voit comment certaines sont largement sécularisées, mais comment d'autres essaient de réintervenir dessus. On voit comment l'influence religieuse vient intervenir dans l'espace public et dans la pensée collective avec peut-être des matières à discussion sur les reculs que ça peut avoir. Et moi, c'est véritablement ça là-dessus que je trouve que on perd du terrain. C'est que avant, on arrivait à se voir et à s'engueuler, et qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se voir et on ne s'engueule plus, on s'insulte. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, j'ai vu qu'il y avait des espaces qui essayaient de montrer qu'à gauche, on pouvait en débattre. Je crois qu'il faut essayer de multiplier ces espaces, essayer de passer outre euh, les, les caricatures et essayer au contraire d'être unis pour deux parce qu'il y a besoin de le faire. Après, il y a aussi, parce que ce qu'on nous reproche doit être aussi entendu, que euh, il y a des débats au sein de l'islam, il y a des débats surtout auprès de l'ensemble des musulmans qui, en effet, ça a été dit, sont d'une très grande diversité, mais qu'au niveau de la jeunesse, la façon dont il y a une appropriation que, bah, vous avez vu le sondage, par exemple, sur le fait que les religions ne devraient pas être blasphémées, par exemple, que le dogme religieux doit s'imposer dans l'espace public, éventuellement même dans l'école, bah, éventuellement ailleurs, que bah, les questions d'égalité femmes-hommes il faut qu'on puisse aller les mener, et pour ça, il faut que, en effet, la puissance publique donne les outils de chercheurs, mais aussi les outils de soutien aux associations pour que l'on reprenne ce terrain de la construction d'une délibération collective qui permette le dépassement de soi et pas l'enfermement dans des certitudes qui, jusqu'à présent, ont montré qu'elles ne favorisaient pas le progrès. Ça a été résumé, je crois que c'est vous qui avez employé cette formule. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon. Moi, je voudrais la reprendre en disant qu'effectivement, l'accusation d'islamo-gauchiste veut jeter le bébé et veut tuer le bébé. Et nous, la difficulté de notre tâche, c'est qu'on veut sauvegarder le bébé, c'est-à-dire tout ce qui est l'épaisseur humaine. Et pour autant, effectivement, des fois, l'eau du bain, elle est sale. Et il ne faut pas qu'on garde l'eau du bain sale parce qu'on est les gens qui veulent sauver le bébé, promouvoir le bébé, le faire grandir, le faire s'épanouir, etc. Bon. Et c'est ça, finalement, le piège dans lequel on cherche à nous mettre. C'est-à-dire que, bon, il faut reconnaître, moi, ce qui me fait problème, c'est tout ce qu'on appelle la cancel culture. Bon. Le fait qu'effectivement, il y a quelques personnes en France, minoritaires, mais qui font évidemment beaucoup de bruit parce que les médias adorent ça, qui essayent de nuire au libre débat académique et à l'expression de la divergence. Bon. Et ça, je crois qu'il faut dire clair et net que nous, on le refuse, que nous, on est pluraliste, que nous, on est content d'avoir des contradicteurs et de discuter avec eux, etc. D'avoir des arguments raisonnés. Bon. Donc, et
finalement, l'accusation d'islamo-gauchiste, en faisant de l'amalgame et en mettant tout dans le même sac, empêche d'avoir enfin, c'est Michel aussi qui l'a dit, c'est-à-dire veut nous rejeter vers des éléments les plus extrêmes qui. Alors, le problème de l'engagement et de l'objectivation est un vieux problème qui ne sera jamais totalement résolu. Pour moi, c'est une tension intéressante. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'à la fois, c'est vraiment non seulement utopique, mais en même temps complètement illusoire de croire qu'il y a possibilité, en tout cas dans les sciences humaines et sociales, mais je pense aussi dans les sciences de la nature, une objectivation qui serait indemne de tout engagement. Et moi, j'aime souvent prendre l'exemple, par exemple, des militantes féministes du début du XXe siècle qui disaient non, le suffrage n'est pas universel, il est que masculin, alors que les historiens académiques parlaient tout le temps de suffrage universel. C'était les militantes qui avaient raison. Bon. Ceci dit, il y a un moment où la militance et l'objectivation se séparent. Et par exemple, pour le féminisme, ce moment, ça serait le moment où des militantes féministes diraient qu'il n'y ait que des hommes qui sont dominateurs, alors qu'on sait très bien qu'il peut y avoir des dominations de femmes sur d'autres femmes. Et ça, il me semble que justement, c'est à ce moment-là que l'objectivation, le travail scientifique, etc., dira non, il peut y avoir une domination des belles-mères sur leurs belles-filles, par exemple, et les choses ne sont pas uniquement une domination de l'homme sur la femme. Donc, il faut arriver à être dialectique, il faut arriver à garder ces deux combats, le combat pour que le bébé fleurisse, grandisse et s'épanouisse, et puis le combat pour périodiquement laver l'eau du bain, parce que périodiquement, l'eau du bain a quand même besoin d'être lavée. Donc voilà la difficulté dans laquelle on est, et j'espère qu'on arrivera à la résoudre. Au passage, je voudrais vous dire que je trouve cette réunion extrêmement importante, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on se réunit entre universitaires et représentants de grandes associations pour parler de choses aussi importantes et de cette manière-là. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Je voudrais dire ceci. Il me semble que ce que je comprends mieux à l'issue de cette rencontre, c'est que nous sommes amenés à combattre sur deux fronts et pas sur un seul. Il y a plutôt un front extérieur qu'intérieur à l'université, qui est justement ces attaques sur l'islamo-gauchisme. Ça ne vient pas tellement de l'intérieur. Il y a quelques universitaires qui ont signé la fameuse appel des cendres que l'un d'entre vous évoquait tout à l'heure dans le monde, mais dans l'ensemble, c'est soit des gens qui sont retraités, qui n'ont plus rien à voir, soit des journalistes, enfin bon, c'est pas ou des gens qui appartiennent à des institutions quand même, qui ne sont pas l'université vraiment. Et donc, ça, c'est plutôt le premier combat qui, à mon avis, est le plus douloureux, le plus difficile, parce qu'il est politique, il y a le pouvoir, ça a été rappelé, il y a ces intellectuels organiques, dont je viens de redire un mot. Enfin, ça fait quand même beaucoup, et tout ça nous tire, nous droitise énormément. Et puis, le deuxième combat, c'est celui que Jean a appelé l'eau sale. C'est-à-dire que je pense que nous aurions tort, au nom de la défense contre le macartisme, que je partage évidemment 100% et toutes ces choses-là, au nom de ça, nous aurions tort de dire tout ce qui se passe dans l'université, eh bien, pour le dire un peu vite. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons deux ennemis, enfin, ou deux adversaires, un qui est plutôt extérieur et un qui concerne l'eau sale, ça se lave en famille. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être être un petit peu plus courageux et que derrière les problèmes de l'université, il y a des problèmes de gouvernance universitaire. Je ne veux pas être plus précis, stigmatiser telle ou telle présidence d'université ou d'école ou autre, mais enfin, moi j'ai vu quand même, ici ou là, des gens qui étaient dans l'excès ou dans le défaut. On en fait trop, on appelle tout de suite les flics, ou au contraire, oh, je ne sais pas quoi faire, et on laisse faire. Hein. Et parfois, on navigue de l'un à l'autre. Et bon. Donc là, il y a un vrai problème. Et je termine en disant, on est sur deux fronts, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, je termine là-dessus aujourd'hui, en plus de tout ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas simplement quelques frappés en sciences sociales qui déconnent, et que ce n'est pas simplement les sciences sociales qui sont attaquées. C'est pour moi très important. J'étais très intéressé par ce qu'a dit Sylvie sur les études littéraires. Elles ont quelques liens avec les sciences. Enfin, c'est un continent immense qui prend ça en pleine figure.
c'est quand même terrifiant. Hein. Il faudrait jeter beaucoup de littérature si on voulait éviter d'être islamo-gauchiste, d'un côté. Et j'étais très intéressé aussi par ce qui s'est dit sur l'écologie et les sciences de la nature, j'allais dire les vraies sciences ou les sciences dures, comme on voudra. Bon, c'est vraiment l'ensemble des activités qui sont les nôtres qui sont concernées. Ce n'est pas une attaque uniquement contre des petits secteurs marginalisés et qui déraperaient un petit… Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Et donc, c'est en ce sens que ce dont nous parlons me semble important et que les choses neuves pour moi ou plus claires se sont dites. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec l'importance de ce qui s'est dit et surtout sur l'importance des diverses participations. C'est qu'on est tous confrontés, quel que soit l'espace au sein duquel nous sommes amenés à agir, il peut être militant, il peut être universitaire, à constater les mêmes réalités. C'est en fait le combat de la liberté. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est la liberté de la recherche, c'est la liberté de la critique, c'est la lutte contre les censures, puisque je prends un exemple. Tous les ans, dans le cadre du cours sur religion et société, je choisis une thématique. Et cette année, j'avais décidé d'avoir une approche géopolitique, en disant en clair, si vous voulez véritablement être mis en situation de comprendre un petit peu mieux les rapports entre l'univers sociétal et l'univers de la croyance et de la religion, sortons un petit peu des limites hexagonales, sortons de l'identitarisme de certains militants, de l'essentialisme d'autres militants, et voyons comment les choses se passent. Et j'ai égrené des situations comme celle de l'hindouisme de Moody, de la place un peu singulière qu'a acquis la religion juive en Israël avec la loi de 2018, etc. On peut pratiquement faire la même analyse dans l'ensemble des univers géopolitiques. Ce qui aujourd'hui nous advient dans l'espace un petit peu étroit de la culture républicaine française, vous le retrouvez partout. La seule particularité, je pense que c'est pour nous un privilège, c'est qu'on a quand même à peu près un siècle et quart, un siècle, un tiers de vrais combats, de vraies constructions sur le terrain de la liberté, et notamment de la liberté de pratique religieuse et de la liberté de critique religieuse. Et il faut pas à pas, tout en admettant la possibilité d'avoir de vraies disputes universitaires sur ces sujets-là, parce qu'il n'est pas question d'être en accord parfait, ce serait insupportable d'avoir une université monopensante. Il faut qu'on soit en permanence en situation les uns et les autres, dès lors que la recherche est honnête, de nous défendre mutuellement, en disant en clair, il ne s'agit pas, le terme a été utilisé par je crois par Jean, il ne s'agit pas de cornériser qui que ce soit. Parce qu'en réalité, la cornérisation d'un tel ou d'un tel, quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est d'en faire un repoussoir qui permette de le rapprocher d'autres personnes qui sont moins susceptibles d'être affectées par la critique. Et donc, il y a aujourd'hui, je pense, une vraie stratégie d'unification du mouvement, j'allais dire libéral, mais du mouvement en direction de la liberté. Liberté de pensée, liberté d'expression, liberté de la recherche. Et je pense qu'il faut que nous ayons la capacité aussi de foutre des bouffes à ceux qui le méritent. Je pense que, enfin, moi, j'ai été, je pense qu'il y a des gens comme Valls, par exemple, ou quelques autres. Ils sont plus respectables, ces gens-là. Donc, pourquoi respecterions-nous des personnes qui se permettent des jugements de valeur sur des recherches universitaires qui n'ont jamais conduites, parce que bon, je pense que leur capacité intellectuelle ne leur permettait pas, et qui surtout, au moins sur le terrain moral, sont insusceptibles d'être des repères par rapport auxquels on puisse se situer. Donc je pense que le combat est un combat politique aujourd'hui, qu'il faut se réengager, il faut redonner, comme je le suggérais, une vraie épaisseur à nos réflexions. Pas simplement une épaisseur scientifique, bien sûr qu'elle est importante, l'épaisseur scientifique, mais une épaisseur idéologique. Je pense que ce que nous avons dit
participe d'une vision idéologique au sens gramscien du terme qu'il faut que nous développions. Il n'est plus question aujourd'hui, me semble-t-il, de nous laisser marcher sur les pieds. Je pense que c'est un petit peu la leçon que je retire de cette soirée, c'est la volonté de mettre en place quelque chose qui soit de nature à nous permettre d'aller de l'avant, d'une part en nous soutenant mutuellement et d'autre part en visant de façon extrêmement précise et vigoureuse nos adversaires. Je vous rejoins tout à fait et cela va demander et demande de déployer une sacrée énergie. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène chez les chercheurs également et peut-être plus encore chez les enseignants, c'est une forme d'autocensure, à savoir que l'on évite par exemple, de diriger certains travaux. Et alors, on évite de les diriger, non pas parce que les étudiants ou les étudiantes vont mettre en difficulté, mais parce que les collègues ou dans un groupe de recherche, l'on va nous supposer une posture qui en fait n'est pas la nôtre. Et donc, cette liberté de la recherche, certains et certaines s'empêchent pour ne pas devoir affronter certaines questions, pour ne pas devoir défendre, parce que ça demande beaucoup, effectivement, d'énergie. Parce que je ne suis pas sûre, actuellement, qu'il y ait partout des solidarités entre, effectivement, les chercheurs. Et ça, je crois que l'on peut être isolé et se sentir isolé. Et à ce moment-là, apparaître comme les personnes qui, effectivement, ont des postures qui vont poser problème. Même si cela ne pose pas problème au public, c'est-à-dire à nos doctorants ou à nos étudiants. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui fait des procès d'intention. Quand j'ai dit qu'on ne nous faisait plus confiance dans, effectivement, nos recherches, effectivement, une certaine partie de l'institution ne nous fait plus confiance. Et ça, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et il y a des gens qui s'usent et qui, pas renoncent, mais disons évitent les questionnements, les sujets. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Jean-Michel Ducomte là, tout à l'heure, à savoir que pour l'essentiel, c'est un combat pour la liberté. Et quand il a associé liberté de conscience, liberté de parole et liberté de recherche, je suis vraiment très profondément d'accord avec lui. Et je suis d'accord aussi avec Sylvie Brodziak qui laisse entendre, et elle n'a pas tort, que la liberté de la recherche est effectivement menacée, pas toujours de l'extérieur, mais quelquefois aussi de l'intérieur. Je prends l'exemple de l'écologie, si vous me permettez de jeter un pavé dans la mare. Je suis convaincu, par exemple, que le hoax monumental de la disparition d'1 million d'espèces programmées, c'est une stupidité qui ne repose absolument sur rien. Est-ce que j'ai le droit de travailler là-dessus? Je ne crois pas. On en est arrivé à un stade où les vérités révélées sont révélées par les journaux, par les médias et plus par les scientifiques. Bien, c'est compliqué. Et je comprends parfaitement les collègues des sciences humaines qui ont affaire à des problèmes encore plus compliqués. Puisque, bien entendu, réclamer, comme je l'entendais, que la recherche en sociologie ou en histoire soit dénuée de toute idéologie, ça paraît une castration absolument totale des individus qui la pratiquent. Ça paraît rigoureusement impossible et même pas productif, quoi. Pour ce que j'en connais, parce que je ne suis, comme vous l'avez compris, pas du tout dans le secteur. Mais je ressens cette profonde solidarité avec l'agression d'État, j'insiste là-dessus, l'agression d'État que subissent les collègues dans cette affaire. Je voudrais juste terminer sur une note qu'a indiqué Jean-Michel.
il y a vraiment des gens qui ne sont pas respectables. Ceux qui donnent des leçons sur la laïcité à tout le monde, ça a été dit, sont les mêmes qui ne la respectent pas et qui la violent tous les matins. J'étais dans une colère noire hier en lisant les newsletters des médias, en voyant que Jean-Paul Huchon et que Manuel Valls, au nom de la morale, au nom de la politique, ils font ce qu'ils veulent, mais au nom de la morale, appellent à ne pas voter pour la liste de gauche aux élections régionales en Île-de-France et appellent à voter pour Valérie Pécresse. Au nom de la morale, qui sont-ils? Un repris de justice et un qui aurait bien voulu être repris de justesse. Hein, parce qu'il propose sa candidature partout et personne n'en veut. Et c'est ces gens-là qui vont nous donner des leçons de morale sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est les mêmes qui traitent de l'islamo-gauchisme. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on dénonce ces gens comme des malfaisants parce qu'ils polluent le débat. Donc je voulais dire, c'était mon coup de cœur de fin de conférence. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.